HPI, TSA, TDAH, des acronymes encore inconnus il y a 20 ans de ça, font désormais un buzz plus puissant que Taylor Swift sur les TikTok des ados. Alors, simple phénomène de mode, ou descente aux enfers de notre société dans les troubles mentaux, on décante ça tout de suite dans le nouvel épisode d'Humain. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, on va faire une petite digression. Dans notre société moderne, l'homme, avec un H majuscule, se trouve soudain à avoir peur des mots. Alors, on n'est pas là pour analyser pourquoi, mais c'est vrai que depuis moins d'une génération, on passe notre temps à ne plus appeler un chat un chat. Alors, c'est plus compliqué pour se comprendre, hein, c'est certain, mais c'est comme ça. Et puis au moins, vous me direz, on a réglé tous nos problèmes de chat. Et donc, les trois sigles dont nous allons parler sont relativement récents, certes, mais les concepts qui se cachent derrière sont, eux, au moins aussi anciens que la psychiatrie elle-même. Commençons par le HPI, ou haut potentiel intellectuel, qui n'est autre que le terme pour parler des surdoués. Seulement voilà, surdoué, ça avait une connotation de don exceptionnel, de supériorité globale, de facilité dans tous les domaines, bref, on n'aime pas trop nous rappeler que nous ne sommes pas tous égaux de nos jours, c'est pas très tendance. HPI, c'est plus neutre, c'est tellement plus neutre d'ailleurs qu'il n'y a que le P qui compte. En fait, quand t'es HPI, t'as juste du potentiel. Comme tout le monde, quoi. Du coup, je sais pas pourquoi on en a fait une catégorie à part entière. D'ailleurs, moi, petite anecdote, j'ai un collègue, il est HPT. Il a une hauteur de 198, et du coup, en fonction des chaussures qu'il met, ça lui donne un haut potentiel de taille, puisqu'il peut ou pas dépasser les 2 mètres. Notre deuxième logo, le TSA, ou trouble du spectre de l'autisme, n'est autre que le terme qui regroupe les différents autistes. Alors pourquoi Asperger et autiste sont subitement pris une connotation négative, ça je sais pas. L'avantage de cette nomenclature, au moins, c'est qu'elle met en avant que l'autisme est un spectre. Et c'est vrai. D'un autre côté, vous me direz, c'est vrai de la totalité des troubles de l'humeur et des troubles de la personnalité. Alors, son désavantage, par contre, c'est que le spectre est devenu tellement large qu'il ne veut plus dire grand-chose. Entre les hypersensibles à la lumière qui se frottent le nez, les Asperger savants et autonomes, et les autistes profonds, incapables de communiquer et confinés dans des pièces capitonnées, à vivre, franchement, c'est pas le même TSA. Le dernier sur notre liste, le TDAH, ou trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. N'est autre que le TDA. Bon, alors là, vous me direz, c'est pas ouf comme changement, hein, on est d'accord. Mais celui-ci est quand même génial, parce que on part d'un truc négatif, un déficit de l'attention, personne n'a envie d'avoir ça, on lui ajoute un composant positif, l'hyperactivité, et apparemment, ça fait la moyenne. Bon, bah, j'adore. Alors, c'est vrai, le TDA s'accompagne, ou pas, d'hyperactivité environ 1 fois sur 2. Mais surtout, ce qu'on passe sous silence, c'est que l'hyperactivité va de pair avec l'impulsivité dans tous les diagnostics cliniques. Et vous noterez qu'on n'a pas appelé ça le trouble du TDAHI ou du TDAI, mais juste du TDAH. Parce que impulsivité, a priori, c'est pas trop glamour. Gardez bien en tête ce fameux H, parce qu'on va en reparler plus tard. Alors, maintenant qu'on a identifié nos chats, du coup, voyons un petit peu leur évolution. On va commencer par le HPI. Et là, je vais me faire tellement d'ennemis, en fait. Je me suis demandé à un moment si je devais faire un disclaimer du genre je cherche pas à blesser qui que ce soit, mes propos sont purement informatifs, blablabla. Et puis finalement, je me suis dit, ils sont HPI. Ils vont comprendre, je devrais pas avoir besoin de leur expliquer. Donc, HPI. Je suis au regret de vous annoncer que ça n'existe pas. Je sais, l'étiquette est importante, mais non, vraiment, c'est pas un diagnostic médical, ni une condition mentale, c'est tout au plus un constat. Si vous avez 132 QI ou plus, vous êtes HPI. Notez que 129, non, désolé, vous retournez avec la plèbe. 130, ah oui, bienvenue dans le rang des HPI. Note importante, cependant, quand on parlait de surdoués, à l'époque, on parlait bien d'enfants. Le HPI, par contre, ça marche aussi pour les adultes, oserais-je dire surtout pour les adultes. Or,
avoir plus de 130 de QI au primaire, c'est pas la même chose que passer 25 ans quand ton cerveau a atteint son pic. Rien que ça explique sans doute une bonne partie de l'augmentation du phénomène. Après, j'ai envie de vous dire, pour les HPI qui se sentent mal, pour guérir d'un surplus d'intelligence, c'est très très simple. Je vous prescris 4 heures de TikTok par jour pendant 1 an, ça devrait faire l'affaire. Et je viens de vous économiser le prix d'une séance. Les HPI qui se plaignent sur les réseaux des difficultés qu'ils ont à être plus intelligents que la moyenne, c'est un peu comme les millionnaires qui se plaignent des difficultés qu'ils ont à être riches, ça intéresse qu'eux en fait. Sauf que le millionnaire, lui, il a au moins l'excuse que peut-être il est con, alors que le HPI, je vois pas. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, vous pouvez tout à fait être HPI et autre chose. Je l'espère pour vous d'ailleurs, parce que si c'est la seule chose qui vous définit, c'est mince quand même. L'intelligence est connue pour venir avec son lot de névrose et d'anxiété. Et ça mérite de consulter, bien plus que le QI. Comme HPI n'est pas un diagnostic clinique, il n'y a donc pas vraiment de statistiques officielles sur le sujet. Par contre, il y a des statistiques sur le QI. Et quand on creuse un peu, on voit qu'on est à peu près à 2,3% de la population qui possède un QI supérieur ou égal à 130. Alors je sais pas vous, c'est peut-être que moi, mais quand je recherche des témoignages de HPI sur Internet en général et sur les réseaux sociaux en particulier, on a quand même vachement l'impression d'être nettement au-dessus des 2,3%. D'autant que moi, si on m'avait demandé où je pensais pouvoir trouver le plus grand nombre de concentrations de personnes intelligentes, j'aurais pas forcément répondu sur les réseaux sociaux. Après, n'étant pas moi-même HPI, il y a sans doute des choses qui m'échappent. Je me ferai un plaisir de les laisser me corriger. Passons au TDAH. Alors, je ne vais pas vous faire la blague 2 fois, là on est bien sur un diagnostic clinique. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en France, c'est le psychiatre qui pose le diagnostic, pas le psychologue, encore moins le formulaire internet. Et même si le TDAH est l'un des troubles qui vraiment bénéficient le plus de la thérapie, il a souvent besoin d'être accompagné d'un traitement pharmacologique que seul le psychiatre peut prescrire. Les cas de TDAH ont doublé ou même triplé, selon les études, depuis les années 2000. Nos cerveaux, eux, on est d'accord, ils n'ont pas changé dans ce laps de temps. Au début des années 2000, il se trouve que je vivais en Amérique du Nord. C'était la pleine pandémie de l'ADD, Attention Deficit Disorder, notre TDA français. La Ritaline coulait à flot, les psychologues faisaient des heures sup, autant pour les parents que pour les patients d'ailleurs. Et oui, parce que à l'époque, il faut savoir qu'un TDA, ou être parent d'un enfant avec un TDA, c'était pas hype du tout, ça faisait pas la une des groupes Facebook. Quoi, je suis pas ringard, je vous ai dit que c'était au début des années 2000. À l'époque, il y avait même plutôt un sentiment de honte derrière ce phénomène, et je cautionne pas, mais c'était vraiment ce qui se passait. Et puis, on a ajouté ce fameux H. Souvenez-vous, vous avez dit de le garder en tête, et il s'est passé un truc de dingue avec ce H. Mais de dingue. Parce que pour le corps médical, l'hyperactivité avec le TDA s'entendait comme une hyperactivité motrice. Il y avait quelques cas très rares d'hyperactivité mentale, mais là les médecins parlaient bien de gamins qui restaient pas sur place, qui criaient tout le temps, qui avaient des tics de balancement, de mouvements de jambes, de bras qui bougeaient dans tous les sens, bref, d'hyperactivité physique. Et la population générale, elle a compris le contraire. Preuve qu'on n'est pas tous HPI. Du jour au lendemain, les parents sont devenus fiers de leur môme. C'était plus des attardés avec un déficit d'attention, mais des surdoués hyperactifs que rien ne pouvait arrêter. Pas étonnant qu'ils ne puissent pas garder et focaliser leur attention sur un monde qui leur paraissait si lent. Et oui, et depuis qu'on a rajouté ce H, on a donc doublé ou triplé les cas. Et bien qu'on ne puisse pas avoir les chiffres exacts, l'augmentation des témoignages et des groupes de discussion sur les réseaux doit, elle, être très largement exponentielle. Et enfin, le TSA. Ah, le TSA. 40 à 100 fois plus de diagnostics selon les critères statistiques utilisés. 40 à 100 fois plus. Alors on va faire une petite pause là, parce que TSA ou pas, quand un truc augmente 40 à 100 fois, quel que soit le truc, tu t'arrêtes et tu te tires la sonnette d'alarme. Enfin, il me semble.
Imaginons par exemple que ce soit le cancer du côlon. On se prend 100 fois plus de cas en 25 ans. Faut peut-être faire un peu de recherche, non? On n'aurait pas cassé quelque chose? On n'aurait pas contaminé la chaîne alimentaire ou laissé des polluants passer la barrière plasmatique? Non, rien. On attend quoi? Que ce soit à 200 fois? À 300 fois? Ou finalement, on accepte que tout le monde a le cancer du côlon, en fait, c'est juste qu'on s'en était pas aperçu avant. Franchement, quand on est dans des échelles de proportions comme celle-ci, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Surtout que les cas d'autisme profond, eux, n'ont pas augmenté. Mais alors, qui sont ces nouveaux TSA? Eh bien, ils et elles sont au tout début du spectre qu'on a élargi, là où on est atypique, juste ce qu'il faut de bizarrerie pour ne plus être dans la masse, mais parfaitement fonctionnel, aucun impact négatif sur le statut social. Et avec bien sûr un zeste de capacité cognitive supérieure. Ah, le petit truc en plus, hein, toujours en plus, jamais en moins bien sûr. Mais qui reste néanmoins, je tiens à signaler, un poids à porter, une croix à exprimer sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais le pire, c'est qu'on bat encore un autre record avec le TSA. Alors, je vais devenir un peu sérieux pour quelques secondes. Avant d'aller plus loin, je présente mes excuses à celles et ceux qui sont autour du prisme Asperger et aux familles de ceux qui, malheureusement, souffrent plus bas sur le spectre. Profonde admiration, vraiment, pour votre combat quotidien. J'ai une vague idée de ce que c'est. Et j'ai écrit une chanson pour vous il y a 2 ans. Je la mettrai en lien dans les commentaires. Malheureusement, TSA est devenu un tel fourre-tout que ce que je vais dire va ressembler à des généralités. Ce n'est pas le cas. Et les populations que je viens de mentionner doivent en être exclues. Dans le TSA, on a désormais des autistes invisibles. Alors, notez que ça explique sans doute l'augmentation de x100 du coup, parce que si on les voit pas, on peut pas les compter. Si on peut pas les compter, on est plus dans la divination que les stats. Alors c'est quoi un autiste invisible? C'est quelqu'un qui ne présente aucun symptôme d'autisme, mais qui en souffre quand même. Mais qui n'est pas non plus hypocondriaque, sinon c'est trop facile. Pour les non-HPI qui nous regardent, je vous explique. Imaginez, j'ai le tétanos, mais je ne présente aucun symptôme, aucune raideur, aucune contraction, aucun spasme, pas de douleur, rien. Et pourtant j'en souffre. Je vous raconte même pas. C'est cette épée de Damoclès là, tout le temps au-dessus de ma tête, cette pression de savoir que je vais mourir d'un moment à l'autre, et en plus dans d'atroces souffrances, de savoir qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a aucun espoir, aucun soulagement pour ce poids qui me tiraille tous les jours vers le bas. Et je sais que vous ne pouvez pas comprendre. Mais vraiment, je souhaite ça à personne. Mais sinon, là, aujourd'hui, ça va. J'ai fait un petit footing ce matin, c'était bien. J'ai bu mon petit matcha à midi. Et franchement, fier de moi avec ce que je traverse. Oui, évidemment que j'ai dit ça. Évidemment, je suis obligé de parler du fameux masking, hein, le grand buzz des 25 dernières années avec le TSA. Alors d'abord, le masking, hein, c'est le mot des gourous de l'Internet. Hein, les scientifiques appellent ça le camouflaging. C'est le camouflage social. Basiquement, ce sont des stratégies mises en place principalement par des femmes au profil autiste pour imiter des comportements sociaux des personnes alentour, pour cacher ou inhiber certains comportements personnels, pour préparer mentalement des interactions sociales, pour apprendre des scripts de conversation et enfin pour masquer une surcharge sensorielle. Alors, je ne suis pas TSA. Et je ne suis pas une femme. Croyez-moi sur parole, hein, j'ai les papiers pour prouver les deux. Pourtant, j'utilise ces stratégies depuis plus de 40 ans. Alors, est-ce que ça veut dire que je pourrais me faire diagnostiquer TSA masqué invisible?
Eh bien malheureusement, oui, très probablement, sans doute. J'aurais pas de mal de nos jours à trouver un psychiatre qui me donnerait le diagnostic de TSA. Et pourtant, en théorie, non, bien évidemment que non, tout simplement parce que dans ce tumulte de médias, on mélange tout et on passe à la trappe deux facteurs fondamentaux qui sont dans la définition clinique des troubles, avec un T majuscule. Que ce soit un TSA ou un TDAH, mais aussi les troubles de la personnalité, les troubles de l'humeur. En fait, en dehors du trouble post-traumatique, le statut même de trouble est soumis à deux critères principaux et inaliénables. 1. Les symptômes doivent avoir été présents dès la période développementale. Il n'y a pas de masking quand à 8 ans. 2. Un trouble sous-entend une altération significative du fonctionnement social, scolaire ou professionnel. Autrement dit, quand c'est invisible, il n'y a pas d'altération significative du fonctionnement, donc pas de trouble. Sans doute juste quelques traits de personnalité, mais ça c'est normal, c'est ok, on en a tous. Et un diagnostic à l'âge adulte, c'est pareil, si les symptômes n'ont pas été observés dans l'enfance, ça ne veut pas dire grand-chose. On n'attrape pas un TSA ou un TDAH, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est pas un rhume. Alors on est d'accord. Cependant, si les symptômes ont été observés à l'enfance, par la famille ou par les éducateurs, mais que le diagnostic n'a pas été posé à l'époque, là ok, on est dans le cas d'un retard de diagnostic. Ça arrive, mais ça doit rester extrêmement rare, encore une fois, parce qu'un trouble, ça laisse des traces, c'est observable, et sinon, c'est des traits de personnalité. Voilà, j'ai insisté sur l'aspect marketing, social et quelque peu égocentrique du phénomène, parce que je vais conclure sur cet aspect justement dans quelques instants. Mais bien évidemment, l'explosion de diagnostics ne tient pas qu'à ça. D'abord, les dépistages ont évolué, faisant de la place pour les formes peu sévères ou compensées. Le problème avec ça, c'est qu'on nuit absolument à tout le monde. On mélange des maternelles avec des collègues terminales sous prétexte que ce sont tous des étudiants. Résultat, les maternelles prennent peur et les terminales s'énervent et s'impatientent. On n'est pas du tout dans une posture gagnant-gagnant. Et au passage, on n'a toujours pas assez d'enseignants, on n'a pas réglé le fond du problème. Ensuite, le cerveau humain adore les explications. Ça, c'est pas notre faute, c'est la nature. Le cerveau déteste gérer tout ce qui est néant, incertitude. C'est bien pour ça qu'il a créé la foi, une raison, une réponse pour l'inexplicable, de manière à ne plus avoir à y penser. Transposé dans notre contexte social où tout va bien, si, croyez-moi, tout va bien. Quand des millions de gens ont le temps de se chercher pour comprendre qui ils sont vraiment, a priori, c'est que ça va plutôt très très bien avec le reste. Dans ce contexte-là, donc, le diagnostic peut être extrêmement libérateur. Il va apporter la réponse tant attendue, mais c'est une réponse existentielle et pas médicale. Et c'est là qu'est tout le problème. Vous vous cherchez, vous voulez apprendre à vous connaître, et je ne peux que vous en féliciter, c'est une noble tâche. Mais pour ça, faites du Big Five, Ocean, Canoë, allez, même du MBTI s'il faut, mais ne cherchez pas une réponse médicale à ce qui n'est autre que votre personnalité. Parce que comprenez bien que pour 4% de la population française, malheureusement bien plus que les HPI, donc, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de vie ou de mort. Un TDAH a entre 7 et 9 ans d'espérance de vie en moins que la population générale. Un TSA, entre 6 et 15 ans. Et on n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais un bipolaire ou un dépressif résistant, c'est entre 10 et 12 ans d'espérance de vie en moins. Et ça, c'est s'ils ont accès à leurs soins. Parce que sans leur médoc et leur suivi régulier, leur espérance de vie, elle est beaucoup plus courte. La boîte avec la petite étiquette dorée que vous visez pour briller sur les réseaux, pour eux, c'est une cellule de prison avec leur nom gravé dans la pierre. Et croyez-moi, s'ils pouvaient vous laisser leur place, ils le feraient bien volontiers. N'oubliez jamais que quand vous prenez une place pour obtenir un diag de TSA invisible masqué afin de gagner 100 likes sur Twitter ou 1000 vues sur TikTok, dans un système qui est
tellement en tension que l'attente pour un psychiatre peut durer plus de 5 mois dans certaines régions, eh bien il y a un de ces 4% qui ne pourra pas avoir son rendez-vous. Un de ces 4% dont la vie sera en danger immédiat dans les 2 jours à 2 semaines qui suivent. Après, vous pouvez aussi être pragmatique, quelque part. Ça libérera un spot pour votre prochain rendez-vous. Oh, je les vois venir là, putain. Mais l'augmentation du diagnostic, c'est parce que la science a évolué, les examens sont plus précis. En fait, tous ces gens-là, les pauvres, ils sont passés sous le radar pendant des années. Moi, alors c'est un peu facile, hein, comme par hasard. Il n'y a que les conditions et les vecteurs positifs qui ont explosé en nombre de diagnostics, plus intelligents, plus vifs, plus sensibles. Parce qu'on est bien d'accord que c'est pas tous les diagnostics de la psychiatrie qui ont explosé ces 25 dernières années. C'est uniquement les diagnostics lisibles, racontables, partageables surtout. Parce qu'étonnamment, les diagnostics de schizophrénie, schizoïde, schizotypique, TOC, bipolaire, borderline et bien d'autres, eux, n'ont pas augmenté d'un iota. C'est bizarre, hein? La science n'avancerait-elle pas au même rythme? Les diagnostics ne seraient-ils pas affûtés à la même vitesse? Je comprends pas parce que c'est la même discipline et en plus c'est les deux mêmes ouvrages de référence, là, le DSM et le CIM, qu'on se tape depuis des années. Oh putain, arrête tout là! Arrête! Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a 600 utilisateurs de TikTok qui meurent par jour en France. Qu'est-ce que tu racontes? 600, tu le savais ça? 600 utilisateurs de TikTok qui meurent par jour en France. Merde! Mais t'es sûr? Je viens de vérifier. Oh putain. Oh mais ça change tout, oh la vache. Écoutez, alors là je suis désolé, je savais pas, je viens de l'apprendre. Oubliez tout ce que j'ai dit, ou oubliez cette vidéo, et puis continuez à prendre des rendez-vous chez le psychiatre. Enfin, d'ailleurs, allez-y avec cette vidéo, du coup, avec la nouvelle qu'il y a dedans, vous allez vous faire diagnostiquer un trouble du stress post-traumatique sans aucun problème. Ok, allez-y, je vous dis, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Sinon, toutes mes condoléances pour vos 600 amis qui nous ont quittés aujourd'hui. Et pour ceux qui sont encore vivants, si vous êtes psychiatre, pouce en l'air, puis n'hésitez pas à vous abonner. Vous n'êtes pas bien nombreux, ça m'aidera pas beaucoup pour la chaîne, mais ça me fait plaisir de vous accueillir, et puis de toute façon, vous serez toujours mieux reçus ici qu'au ministère de la Santé. Si vous êtes patient psychiatrique, pouce en l'air aussi, mais par contre, vous abonnez pas, c'est pas la peine, ça ferait mauvais gens sur la chaîne, je suis désolé, mais j'ai une réputation à tenir. Et puis si vous êtes des losers qui sont ni psychiatres ni patients psychiatriques, comment vous dire, si à la limite si vous êtes HPI, vous savez quoi faire. Et les autres, faites ce que vous faites de mieux, soyez normaux. Et puis profitez-en bien chaque seconde, parce que vous ne mesurez pas la chance que vous avez.